Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce triangle socle du Congo. De son vrai nom, Zachary Badiangila, connu sous le nom de Nemwanda Nsemi, né en 1946 dans la province du Congo central, au Congo belge de l'époque. Il est mort le 18 octobre dernier à Kinshasa. Toutes nos condoléances à sa famille et sur ce plateau avec M. Dieudonné Bifumon comme toujours. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Voilà, je rappelle d'abord que vous êtes également président de la Solidarité pour le développement du Manyanga, qui réunit tous les Manyanga, dont Nemwanda Nsemi, parce que vous avez été dans plusieurs négociations qui ont abouti finalement à son apaisement à un certain moment, mais vous êtes également aujourd'hui coordonnateur de la notabilité Congo. Lors de l'annonce de son décès, où vous vous retrouviez et d'abord, première question, comment vous vous êtes senti l'autre fois? Bon, effectivement, toute disparition ne peut pas faire du plaisir. Donc c'est tout à fait normal que cette nouvelle ne soit trouvée dans, disons, on était normal, mais quand la nouvelle est arrivée, ça a quand même dérangé le moral. Parce que même quand il était malade, il était hospitalisé, nous suivions son évolution, son état de santé. Donc c'est tout à fait normal que nous soyons, que nous, comme, moi comme d'autres personnes, étaient vraiment touchés par cette disparition. Alors, il était malade, c'est vrai que ça n'était pas trop connu. Apparemment, c'était resté un peu au niveau restreint. Mais non, il n'y a pas un problème de restreint. Il était malade, point. Voilà. C'est-à-dire, même nous, on ne s'intéressait pas de quoi il souffrait, tout ça, parce que ça, c'est un domaine purement médical. Voilà. Mais apparemment, ça a pris aussi du temps, parce que nous nous rappelons, pendant qu'il était malade, à un certain moment, il était même admis aux soins au niveau du centre neuropsychiatrique de Kinshasa, CNPP. Alors, apparemment, ça a perduré et il en était guéri, au moins pour les conditions pour lesquelles il était, les maladies pour lesquelles il était interné de l'autre côté. Les problèmes d'internement au CNPP comprenaient qu'il n'y avait pas seulement que, il n'y avait pas nécessairement une raison médicale. Donc c'est ainsi que je ne souhaiterais pas parler de ça, parce que on ne sait pas, est-ce que c'était une raison médicale ou bien une raison purement politique. Là, ça ne sert même à rien d'en parler parce qu'il était sorti de là vivant et en bonne santé. Donc ce qui veut dire que ça c'est un épisode passé. Comme toute personne, aujourd'hui vous êtes tombé malade, vous êtes hospitalisé, vous sortez, vous êtes en bonne santé, et puis après, vous contractez une autre maladie qui pourra vous... Donc là, sur le plan médical, on ne peut même pas épiloguer là-dessus parce qu'il a vécu normalement, il est tombé malade. Normalement, bon, Dieu a voulu qu'il l'appelle chez lui. Bon, nous ne pouvons que nous incliner devant la volonté de Dieu. On ne peut pas, personnellement, je ne peux pas venir spéculer sur une situation de maladie les concernant. D'accord, merci beaucoup. Mais ici, nous allons parler de son parcours, son passé, bien entendu. Nous parlerons également de son héritage, mais avant bien cela, parlons de ce qu'il a été, connu aussi comme une personnalité trop controversée. Comment vous avez vécu avec lui? Comment vous l'avez géré? Bon, il faut distinguer deux étapes. La première étape, on l'a connu comme intellectuel, une personne qui vous parle de plusieurs aspects historiques de notre pays, pas seulement de la communauté Congo, mais de notre pays et de l'Afrique. Et il a beaucoup écrit. Les gens ne le savent pas. Mais ça, c'est vrai, nous avons vu une très longue liste, donc il peut avoir Oui. une grande bibliothèque Bien à lui sûr, toute seule. Il a écrit beaucoup de choses, beaucoup alors, en français et en Tikongo. Et nous, comme nous parlons sur le Tikongo, nous savons lire et comprendre le Tikongo, donc on lisait tout. C'est-à-dire, quand je voyais un document qui est écrit par lui en Tikongo, je peux lire, en français, je peux lire. Et comme nous étions déjà, depuis la jeune enfance, curieux et puis de bons lecteurs, donc je lisais beaucoup de choses de lui. Et c'est à partir de là qu'on commençait à comprendre qu'est-ce qu'il voulait ou quel était le fondement de sa démarche. Donc, de ce côté-là, c'est tout à fait normal qu'une personne
puisse avoir des orientations doctrinales ou des considérations purement philosophiques. Ça, c'est tout à fait normal pour toute personne. Oui, mais parce que vous l'avez lu attentivement, vous avez été à tout moment à lire ses publications. Vous avez également cité sa philosophie, sa façon de réfléchir. Qu'est-ce que vous, personnellement, vous avez retenu de cette personne et surtout de sa vision pour sa communauté, aussi bien du Congo, parce qu'il parlait régulièrement du Congo? Oui, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui abordait la question congolaise en général, africaine en général et congolaise en particulier, pas seulement sur le plan purement intellectuel, sur le plan de la rationalité intellectuelle, non. Lui associait aussi une rationalité spirituelle. Or, quand vous entrez dans la rationalité spirituelle, là, il n'y a plus de limites. Donc, chacun, selon son inspiration spirituelle, peut vous décrire le monde selon lui. Et, en ce qui le concerne, il respectait beaucoup Mahomet, il respectait beaucoup Jésus-Christ, il respectait les Confucius, les Bouddhas, il les respectait beaucoup. Mais il disait tout simplement, comme il respectait beaucoup aussi Simon Kimbangu, mais il disait simplement que Bouddha est venu pour nos frères de l'Asie, Jésus est venu pour les Occidentaux et Simon Kimbangu est venu pour nous les Noirs. Ça, c'est le point de départ de toute la philosophie de Mondansemi. C'est ainsi que, tout en respectant Jésus-Christ, qu'il appelait le grand maître Jésus, même dans ses écrits, j'ai déjà lu ça, grand maître Jésus, lui se dit, évoluons selon nos traditions, notre spiritualité africaine et congolaise, africaine en général et congolaise en particulier. Avec comme leader Simon Kimbangu. Est-ce qu'on peut le considérer comme étant l'un des héritiers de Simon Kimbangu? Ou sinon, c'est aussi un leader spirituel, non, au même titre que ceux-là particuliers? Bon, aussi. Créer une relation, que Mondansemi serait l'héritier de Simon Kimbangu. L'un des héritiers, oui. Non, je ne souhaiterais pas m'hasarder sur ces points-là. Parce que déjà, il le présentait comme l'envoyé de Dieu pour nous les Noirs. Donc pour lui, c'était son idole ou sinon... Justement, c'est ça qu'il faut dire peut-être. Lui a respecté beaucoup Simon Kimbangu et suivait la ligne de conduite de Simon Kimbangu. Parce que Simon Kimbangu a lancé une phrase que les gens n'analysent pas en profondeur. Les Noirs seront des Blancs et les Blancs seront des Noirs. Pourquoi un esprit comme Simon Kimbangu doit dire ça? Est-ce que c'est une phrase fantaisiste? Non, mais c'est une prophétie. Maintenant, cette prophétie, il faut la comprendre. Qui ne considère peut-être pas les générations de son époque, ou peut-être pas aussi nous, cette génération. Il faut comprendre justement le contenu de cette prophétie. Et c'est là où Mondansemi a approfondi aussi sa doctrine, sa philosophie, à partir de cette, de ces dires de Simon Kimbangu. C'est ainsi que lui aussi est resté sur la ligne de Simon Kimbangu. Donc, il n'a pas dit des choses contraires à Simon Kimbangu. Il n'a pas dit des choses superficielles ou superfétatoires sur Simon Kimbangu. Mais il a pris comme quelqu'un des modèles, c'est-à-dire notre spiritualité devait reposer sur lui ou partir de lui. Ça, c'est sa philosophie générale et en exigeant que nous puissions nous référer, c'est-à-dire à ce que Mobutu appelait le recours à l'authenticité. Donc c'était ça en quelque sorte. Donc nous devons partir de nos bases naturelles. Parce que nos ancêtres ont existé. Si nous sommes aujourd'hui, c'est parce que nous avons eu des ancêtres. Et ces ancêtres ont existé et ont évolué avec une certaine logique. Maintenant, cette logique, nous, peut-être, nous la connaissons très peu, ou nous avons été embrouillés, entre guillemets, par d'autres doctrines, et ces doctrines nous ont poussés à oublier nos propres doctrines. Alors ça, c'est une réalité aussi. Maintenant, lui part de ça pour dire, nous avons des ancêtres qui ont eu aussi qui ont eu des personnalités très honnêtes, très approfondies dans leur raisonnement. Mais pourquoi nous devons ignorer leur existence? Pourquoi nous devons croire que nos ancêtres n'avaient absolument aucune valeur à nous transmettre?
C'est ça, ça révolte tout simplement. Il ne dit pas que ce qui se fait en Occident est mauvais, non. Il les intériorise. Il nous pousse à intérioriser la démarche selon laquelle nous avons eu nos ancêtres qui avaient leurs valeurs et que nous aussi, nous pouvions nous fonder sur ces valeurs de nos ancêtres et à partir de ces valeurs, certainement que nous pourrons aussi trouver notre voie de sortie. Malgré ses goûts tournés vers les valeurs ancestrales, mais c'était aussi un homme intellectuel qui a fait des grandes études, techniques d'ailleurs. C'est ce qui est un peu plus étonnant, un littéraire, mais il a produit une littérature aussi abondante. Mais comment, vous qui l'avez côtoyé, il a concilié l'intellectualisme et aussi bien la tradition? Apparemment, ça ne se marie pas à un certain point, ou bien... Non, c'est nous noirs, c'est nous intellectuels noirs qui croyons que notre tradition ne se marie pas avec notre degré d'intelligence actuel. Non. C'est-à-dire, c'est là aussi la faiblesse que nous avons. C'est-à-dire, nous ne réfléchissons pas, nous n'approfondissons pas la réflexion pour se dire, est-ce que nos ancêtres poussaient les gens au vol? Non. Nos ancêtres étaient très sévères vis-à-vis du vol, vis-à-vis de l'infidélité, vis-à-vis de ceci ou de cela. Pour preuve, quand chez nos frères Kassaïens, on parle de Tchibao, c'est quoi? Mais c'est une rigueur pour éviter certaines dérives dans le couple. Donc c'est cette rigueur-là qu'il faut voir. Oui, mais c'est une rigueur qui concerne seulement la femme, en fait. C'est pas peut-être pas oui, ça mais c'est une rigueur. Oui, parce que vous avez cité la fidélité, elle est sectarisée, alors, dans nos sociétés. Attention. Si on peut appeler ça valeur pour nous, bon, peut-être on peut l'accepter telle qu'elle. Justement, mais ça est certainement équilibré dans une certaine mesure l'évolution de la société. Maintenant, nous avons par exemple, quand on parle dans le Manyang, au Manyang, il n'y a pas de péché. Mais ce n'est pas s'il y avait une rigueur sérieuse. Vous volez, on vous attrape en train de voler. J'ai vu des gens à qui on a brisé les bras parce qu'il a volé un poisson. Il a volé un poisson, on l'a brisé les bras. Donc c'est pour dire que, et là, vous-même laissez vos histoires, votre maison n'est pas fermée, faites 3 mois, vous revenez, vous rencontrez votre maison comme terre. Personne ne pouvait toucher. Mais c'est parmi les valeurs que Némon Nansemi défend. Non, c'est pour dire, non, c'est pas, je ne dis pas que mon Nansemi a développé ça, mais c'est pour dire que nos ancêtres avaient des valeurs qui pouvaient, mais maintenant, aujourd'hui on déplore la corruption, l'anticorruption, tout ça, mais à l'époque de nos ancêtres, ça ne pouvait pas exister. Et ça n'a pas existé. Donc c'est un apport extérieur que nous avons pu avoir pour nous glisser dans la corruption. Oui, mais même la corruption, même si elle vient d'ailleurs, même là-bas, c'est une anti-valeur. Mais justement, anti-valeur, est-ce qu'ils ont pu éradiquer ça? Jusqu'à présent, non. C'est pour dire quoi? Que nos ancêtres avaient aussi des valeurs qui pouvaient aussi nous aider à mieux évoluer ou à bien évoluer. Et, entre autres, mon enseignant recourait à ça. Que nos ancêtres ont eu des valeurs, voilà d'où nous venons, la dimension historique. Il n'est pas historien de formation. Lui fut un chimiste, il a terminé à l'Ovanium, à l'université de Kinshasa, comme chimiste. Et il a travaillé à Mamayemo comme chimiste. Il est allé en spécialisation en Belgique comme chimiste. Même s'il y a d'autres spécialisations qu'il a pu ajouter dans son cursus, mais sa formation de base, c'est un chimiste, un universitaire. Or, un universitaire, c'est quelqu'un qui a un sens critique élevé. Alors, donc, lui, il n'a pas fait les choses en amateur. Donc, il a mis de l'intellectualisme dans ce qu'il faisait, dans sa façon de communiquer. Il a mis l'intellectualisme. Donc, c'est ainsi que s'il a eu une doctrine qui pousse les gens à reconnaître les valeurs ancestrales et à évoluer sur base de ces valeurs, ça c'est une doctrine qui n'a pas été mauvaise. Alors une autre question, il avait un penchant pour Simon Kimbangu qu'il a trouvé comme maître, qu'il avait choisi comme maître, ses enseignements et tout ce que nous connaissons de Simon Kimbangu, mais on ne l'a pas vu prier avec les Kimbanguistes. Il a lui fondé sa propre religion dont il était le seul leader spirituel. Alors parce que vous l'avez côtoyé, sa religion, mais aussi côtoyer
la religion kimbanguiste. Qu'est-ce qui, selon vous, ne l'a pas amené à s'associer aux kimbanguistes traditionnels? Non, mais c'est comme Jésus. Jésus est, la Bible est une, le message de Jésus est un, mais il y a combien d'églises chrétiennes? Nous avons les orthodoxes, les catholiques, les protestants. Oui, mais ça c'est une interprétation. Peut-être que vous avez pu vous enquérir de sa motivation d'avoir sa propre religion au lieu d'adhérer à une religion pour laquelle il a trouvé un maître. Non, c'est pour dire que la diversité, c'est cette diversité des religions qui partent, ou la diversité qui part de Simon Kimbangu, ne peut pas étonner. Parce que Simon Kimbangu est mort en 1951 et l'église kimbanguiste est née en 1959. Donc, comprenez la suite. De sorte que le message que Simon Kimbangu a laissé est un seul message, mais il y a des gens qui peuvent dire non, nous suivons telle obédience, parce que l'église kimbanguiste, l'appellation officielle de l'église kimbanguiste, c'est Église de Jésus-Christ sur terre par son envoyé Simon Kimbangu. C'est ça l'appellation officielle de l'église kimbanguiste. Or, lui estime que Jésus-Christ, c'est le grand maître, il est grand, ce n'est pas un petit monsieur, c'est un grand esprit, mais pour sauver la race blanche. Et nous avons notre grand maître qui est Simon Kimbangu pour la race noire. Ça, c'est sa vision. De sorte que tout ce que Simon Kimbangu... Mais ce qui est vrai aussi, Simon Kimbangu était un chrétien. Mais tant mieux. Maintenant, nous sommes dans l'interprétation des uns des autres. Voilà. Maintenant, lui a estimé que, comme Simon Kimbangu a évolué aussi avec des valeurs ancestrales, il a développé toutes ces valeurs-là et il n'est pas reproché par rapport à ça. Lui, maintenant, puise une partie de ces valeurs qu'il met en exergue pour construire son église. En disant tout simplement que vous, les kimbanguistes, de la différence entre l'église kimbanguiste et l'église de Mondansemi qu'on appelle BDK. Mais la différence, c'est que les uns, tous ont les mêmes valeurs communes, mais les uns s'appuient sur Jésus et les autres s'appuient seulement sur Simon Kimbangu. L'église kimbanguiste, Jésus est Simon Kimbangu. Mais lui, Simon Kimbangu seulement. C'est seulement là la différence. Donc, on ne peut pas maintenant trop spéculer pourquoi il a fait ça. Ça, c'est sa doctrine. Et là, je disais que je l'ai connu comme intellectuel, qui lisait, en tant qu'intellectuel, je lisais ses ouvrages, mais je n'étais pas membre, je ne suis pas membre de BDK, mais en tant qu'intellectuel. Ça, c'est la première phase de la compréhension de ces messieurs. La deuxième phase, et puis il tenait beaucoup de conférences. J'en ai suivi au zoo, par exemple, presque chaque mois ou tous les 2 mois, il invitait beaucoup de personnes, même au Palais du Peuple. À l'époque où la salle du Congrès pouvait accepter de telles activités. Donc il organisait beaucoup de conférences. C'est-à-dire qu'il invitait les intellectuels à aller l'écouter. Donc là, il y avait beaucoup de personnalités qui y allaient, les ambassadeurs qui y allaient pour le suivre. Alors, mais là, c'est en tant qu'intellectuel tout simplement que je suivais, disons que je côtoyais, disons j'étais en contact avec ses enseignements et surtout ses ouvrages. Mais maintenant, étant devenu le président de la communauté à laquelle lui appartient, là maintenant c'est une autre vision. C'est une autre vision parce que là, je ne vois plus seulement lui comme individu, mais je vois maintenant toute la communauté. Et il fallait l'approcher en tant que membre de ma communauté, il fallait que je l'approche. Oui, mais l'approcher, mais surtout aussi le gérer avec toutes les accusations qui étaient liées à sa personne d'abord, parce que vous avez cité son église, BDK, Bundu Dia Congo. C'est aussi un mouvement qui a, à un certain moment, essayé de créer je parlerai des désordres avec le pouvoir public, justement. Comment vous avez aidé Némon Nansemi, enfin, à retrouver la paix avec le pouvoir public? Mais justement, en tant que président, je devais lui parler. Parce que je me rappelle, en 2017 ou 2018, lorsque vous êtes allé le rendre visite, il l'a dit devant d'ailleurs nos caméras, que vous faisiez partie d'un poignet de personnes
qu'il pouvait écouter. C'était quoi votre secret de négocier avec Mais lui? justement, en tant que président, moi je vois mon membre. Et je ne peux pas accepter que mon membre soit vilipendé à gauche ou à droite, soit mal compris, soit ceci, ou que lui provoque une incompréhension auprès des autres. Parce qu'il n'est pas... C'est un homme, il fut un homme, il ne fait pas un homme parfait. Il avait ses qualités et ses défauts. Et nous tous, nous sommes comme ça. Nous sommes chacun ses qualités et ses défauts. Alors maintenant, si vous voulez approcher quelqu'un, il faut connaître ses qualités et ses défauts. Quand vous connaissez ses qualités, mais au moins vous l'aidez à renforcer ses qualités. Et quand vous connaissez ses défauts, vous l'aidez à atténuer ses défauts. Il n'y a que ça. Et moi, je le faisais très sincèrement. Dieu est témoin. Raison pour laquelle, certainement, que quand il m'écoutait, il ne pouvait pas beaucoup parler parce que ce que je lui disais était convaincant. Vous avez telle qualité. Voilà ce que le pays attend de vous. Voilà ce que le pays attend de vous. Mais vous, au lieu de faire ceci, vous faites cela. Maintenant, pour qu'on attende quoi de vous? Et moi, en tant que président, je lui parlais sérieusement, pas d'une façon, je ne sais pas... vous ne pouvez pas lui faire allégeance, ça déjà c'est non, vrai. Parce non que pas vous ne priez allégeance, pas avec lui. Ouais. Mais c'est un grand frère. Et pour que les grands frères vous écoutent très bien, qu'ils disent, est-ce que le petit ici, lui est moins âgé que moi? Est-ce que le moins âgé vient me faire des leçons inutiles ou vient me gueuler quoi que ce soit? La première chose, qu'il soit fou ou le respect. C'est ça le problème. Moi, quand j'allais le voir, c'est avec beaucoup de respect. Pas seulement comme individu, mais comme grand frère aussi, parce qu'il était plus âgé que moi. Maintenant, quand vous mettez dans ce conditionnement de respect d'autrui, mais la personne aussi s'ouvre vis-à-vis de vous. Parce qu'il sent que celui-ci ne vient pas pour mon malheur, mais il vient pour mon bonheur. Et c'est ainsi qu'on lui parlait, personnellement je lui parlais, pas seulement le seul, il y a d'autres personnes aussi qui lui parlaient sérieusement, mais moi j'étais parmi ceux qui lui parlaient sérieusement et sincèrement. De sorte que petit à petit, il a compris, il m'a compris, c'est ainsi qu'il pouvait déclarer que non, c'est lui, je le respecte beaucoup, bien qu'il soit mon petit frère. Son héritage, nous pourrions bien sûr nous enquérir aussi auprès d'autres personnalités, d'autres personnes, qui l'ont fréquenté, mais au moins nous savons que l'un des héritages connus, qui peut-être peut encore continuer à faire peur, c'est justement cette église, ce mouvement avec les Makessé et tout ce que nous connaissons dans ce mouvement-là. Est-ce que vous êtes sûr qu'on peut continuer à gérer, même après sa disparition? Est-ce que vous lui avez déjà désigné un héritier à la tête de ce mouvement? Non. C'est-à-dire, de toutes les façons, on n'a pas encore enterré pour parler de l'héritage éventuel, mais on doit être réaliste. Il fut un père de famille. Donc s'il a laissé un héritage matériel, tout naturellement, ce sont ses enfants qui vont... Oui, mais je parle de l'héritage comme église. J'arrive justement. Voilà. Donc sur le plan matériel, tout à fait normal. Ça ne posera pas de problème parce que vous n'allez pas vous immiscer. Même les autres, parce que les enfants existent. Si les enfants n'existaient pas, on pouvait dire autre chose. Les enfants existent, c'est à eux de gérer la dimension héritage. Ils peuvent se faire conseiller par des avocats. Ça, c'est eux. Nous avons sa famille physique, parce qu'avant qu'il ne soit père de famille, lui aussi était enfant. Et là où il était enfant, ses cousins, oncles, tantes existent aussi. Là aussi, il y aura une certaine gestion de l'après-monde entier. Là, c'est aussi un autre volet de la famille. Nous, on n'a pas à s'ingérer là-bas. L'aspect, il fut un homme politique et il avait un parti politique. Et là, les partis politiques, c'est comme tous les autres partis politiques. L'Impère a régné à un certain moment, mais l'Impère a sombré. Alors, donc, les partis politiques, son parti politique mènera la vie qu'un parti politique pourra mener. C'est-à-dire, si ceux qui sont là sont des bons acteurs, ils vont faire pérenniser les partis politiques, mais s'ils sont des foutards, entre guillemets, les partis politiques vont sombrer. Donc ça aussi, c'est pas votre affaire. Ce n'est pas notre affaire parce qu'il y a toute une structure, il y a des statuts qui gèrent ces partis politiques.
Maintenant, sur le plan, en tant que responsable d'une église, parce que lui était le chef spirituel d'une église, BDK, Bondo Diakongo. Alors maintenant, de ce côté-là, les uns et les autres vont apprécier sa philosophie, sa doctrine. Qu'est-ce qu'il voulait? Ça, ce sont maintenant ces fidèles qui vont se dire, ah, nous, notre grand maître avait de bonnes idées, sa doctrine est celle-ci, voilà comment on peut les considérer. Il existe quand même des temples au nom de cette église-là, ici à Kinshasa, même ailleurs. Ils ont ce qu'on appelle les paroisses. Oui. Paroisses, ça existe, il y a des paroisses. Les mazikwa, comme eux les appellent. Ça existe, que ce soit à Kinshasa ou en province. Donc là, ce n'est pas un problème non plus. Maintenant, l'assimilation qu'il faisait ceci, les Burundiens Congo étaient, on dirait, des têtus, tout ça. Non. On ne doit pas aussi trop facilement sombrer dans cette logique. Il a commis peut-être certaines erreurs, pour certains. C'est à eux de dire que non, pour moi... Mais il faut vous rappeler qu'il y a eu mort d'homme à un certain moment. Tant mieux. Mais partout, il y a eu mort d'homme. Il y a eu des arrestations, et même lui était en prison à un certain moment jusqu'à son évasion, et même à sa clandestinité. Et brusquement, on l'a vu réapparaître. C'est vrai qu'on ne peut pas revenir sur tout ce passif, mais au moins, c'est une histoire qui peut nous servir pour envisager l'avenir avec le même mouvement qui, aujourd'hui, continue à avoir des hommes autour de la vision. C'est ça. C'est comme, par exemple, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre la guerre Israël, le mouvement Hamas des Palestiniens. Et quand vous suivez les uns les autres, ils vous diront, les Palestiniens sont révoltés de ce qu'ils subissent comme injustice, c'est ainsi qu'ils font ça. Ils se comportent de la sorte. Et les Israéliens, ils vont dire, nous aussi nous sommes brimés, nous avons été brimés à travers le monde, maintenant qu'on crée un État stable, on doit venir nous déranger. Donc chacun donne ses raisons pour justifier son action. C'est ça le problème. Et lui aussi, quand les BDK agissaient, quand Mondansem refusait beaucoup de choses, en tant que président de la communauté Manianga et notable, coordinateur de la notabilité Congo, parce que dans la notabilité Congo, c'était un patriarche qu'on vient de perdre. Il était au niveau des patriarches. On lui posait des questions. Pourquoi tout ça? Et il répondait, je fais ça tout simplement parce que j'ai réagi contre les injustices subies par les Bakongo. On a posé la question au Bakongo. Est-ce que réellement vous subissiez des injustices pour lesquelles Mondansemi se faisait le défenseur? Quand vous poserez la question à 100 personnes, 100 Bakongo, qui connaissent bien et la province et l'histoire du pays, je ne sais pas s'il y en aura 20% qui diront qu'il était à côté. 20%. Ça veut dire 80% déjà vous diront qu'il a raison. Et si je me pose la question, il dira, mais, oui, mais 20%. C'est vrai. Donc c'est pour dire qu'il lui parle de ce qu'il appelle les injustices subies par le peuple Congo. C'est ainsi qu'il a développé sa thèse à partir de là. C'est vrai qu'il y a des raisons, mais est-ce que les réactions étaient aussi proportionnelles? Parce qu'on pouvait enregistrer des pertes de vie humaines. C'est justement à ce niveau-là que nous voulons bien sentir le sens de votre responsabilité face à un membre comme celui-là. Comment vous avez géré? Non, on ne peut pas gérer. C'est-à-dire quand on les gère, ce n'est pas qu'on lui dictait ce qu'il doit faire. On peut prodiguer un conseil, mais pas dicter. Quand il a sa position, par rapport à sa vision et par rapport à l'objectif qu'il voudrait atteindre, vous pouvez tout dire. L'UDPS nous a donné aussi cette leçon. Et tous ceux qui luttent pour revendiquer certaines choses, mais ce sont des leçons. S'il lui a revendiqué à sa manière, la question fondamentale, évidemment l'État a raison de faire ce qu'il veut en disant non, vous avez mal revendiqué, même les syndicalistes, combien de syndicalistes on envoie en prison? Mais beaucoup. Et c'est pour autant qu'ils avaient tort de revendiquer ce qu'ils ont revendiqué. Ah, même les journalistes, donc, cette fois-là, vous pouvez aussi parler en notre faveur. Mais les journalistes, voilà, il y a beaucoup de journalistes qu'on jette en prison. Est-ce qu'ils ont nécessairement tort? Ils peuvent avoir tort quand ils ont mal fait le travail. C'est tout à fait normal. C'est vrai qu'on ne peut pas consacrer le mal parce que c'est un journaliste ou un syndicaliste. Voilà, donc lui aussi c'est la même chose. Si l'ordre public de l'époque
parce que les choses peuvent évoluer. Aujourd'hui, ce que vous posez comme acte peut être considéré de mauvais, mais le même acte, vous le posez demain, ça devient un bon acte. Cette relativité, ce dynamisme existe. Donc, chercher à dire que ce qu'il faisait, c'est mauvais, la démarche qu'il utilisait était mauvaise, ça c'est... Mais posez-vous la question, au fond des choses, est-ce qu'il avait une mauvaise démarche? Est-ce que ce qu'il faisait était mauvais? Non. La notabilité qu'on avait fait même au chef de l'État, l'actuel chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi. Un mémo qu'on lui avait déposé, et dans ce mémo, il y avait un point sur le cas Mondansemi, alors qu'il était en prison. Mais dans ce mémo, il y a une phrase que ce que Mondansemi dit tout haut, beaucoup de Bakongos disent ça tout bas. Mais c'est normal. Lui s'est donné comme rôle d'être leader de Bakongo, parler de Bakongo. Mais il doit dire ça. C'est-à-dire c'est lui qui doit dire officiellement ce que son peuple ou ce que son groupe pense. C'est lui qui donne le courage de dire ça clairement. Et ça, on l'a dit clairement au chef de l'État. Donc c'est pour dire que... Mais ce n'est pas ça la finalité. La finalité, c'est quoi? Équilibrer les choses. Vivre dans la paix. Vivre dans l'harmonie. C'est ça la finalité. Pour tous les pays. Mais donc c'est ça qu'il faut comprendre. Finalement, on l'a vu aussi se rapprocher de beaucoup de politiques, notamment on a vu la première dame venir lui rendre visite et même avant sa mort, faire le choix pour soutenir le président Félix Tshisekedi. Est-ce qu'on peut dire que c'est quelqu'un qui était partagé entre la politique et la spiritualité? Bon, à un certain moment, quand il posait ses actes, il n'avait que l'Église. Or, c'était normal, l'État de l'époque, le gouvernement de l'époque, lui a fait la remarque en disant, vos revendications, vous les cachez derrière une église, mais en réalité, ce sont des revendications purement politiques. Oui, mais c'était aussi un député national. Justement, raison pour laquelle le gouvernement, en son temps, lui a dit, faites la part des choses. Ou bien, vous allez vous occuper de la spiritualité, auquel cas, ne faites plus allusion aux démarches purement politiques. La séparation de l'État et de l'Église, c'est ça la laïcité. Justement, c'est comme les chefs spirituels de l'Église qui banissent. Vous l'avez déjà entendu faire une déclaration politique. Lui, se limite à l'Église et il est là. Il est toujours fort. C'est ainsi que le gouvernement de l'époque lui avait dit, choisissez où vous êtes de l'Église, et bien, continuez à développer votre doctrine, mais si vous voulez vous ingérer dans la politique, adopter une démarche politique, ou vous cessez avec l'Église, ou vous créez notre parti politique. Et là, vous êtes dans le formel. Alors, maintenant, il faut formaliser cette C'était pas un mauvais conseil, quand même. Mais ce n'est pas un mauvais conseil, mais parce qu'il l'a appliqué. C'est ainsi qu'il a distingué. D'un côté, l'Église, BDK est resté, et de l'autre, BDM, son parti politique. Mais son influence du côté spirituel, du côté maître, planait toujours sur toutes ces actions. Ça, quand même, vous le reconnaissez. Mais bien sûr, chacun peut utiliser ses stratégies. On pouvait l'identifier même comme un mystique aussi. Tant mieux, même s'il était mystique. Mais en quoi ça pouvait déranger? Parce que ce n'est pas lui qui a inventé le mysticisme au monde. S'il était mystique, tant mieux. Mais il y a eu beaucoup d'autres mystiques aussi à travers le monde, et surtout même chez nous aussi, il y a beaucoup de mystiques. Peut-être que vous ne connaissez pas l'histoire de certaines personnes. Il y a beaucoup de mystiques aussi ici au Congo. Peut-être inconnus des gens. Inconnu, vous voyez une telle personne qui passe comme un vulgaire monsieur, mais c'est un grand mystique. Oui, mais à un certain moment, on l'a vu aussi verser dans le clivage de sens, identifier les tribus et que certains devraient cesser de vivre dans telle province et qu'il fallait... Est-ce que aussi la notabilité l'a appuyé, l'a accompagné dans de telles démarches? Non, c'est-à-dire, raison pour laquelle je dis toujours, il faut faire la part des choses. Quand il s'insurgeait contre ça, c'était dans la logique de défendre davantage le peuple Congo, qui subissait beaucoup d'injustices. C'est ainsi que parmi les arguments ou les stratégies pour mener cette lutte, il disait ça. Mais ce qu'on a vécu dans ces pays, au Katanga, est-ce que Mondansemi a fait ça au Congo? Dans le Congo central. Ce qu'on a vécu à l'Équateur, à l'époque du gouverneur Njoko et Yobaba. Les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas. Donc, ce sont des choses qui sont passées dans ces pays.
Mais quand tel fait, les autres réagissent. Donc peut-être pas assez proche, c'est dans la capitale. Peut-être c'est la proximité de la province, c'est ainsi qu'on sent tout ça. Mais ce que nous connaissons derrière l'histoire du Katanga contre les frères Luba est connu de tous. Quand j'étais en Bujumbura, j'ai vu des groupes, j'ai même encadré des jeunes gens qui venaient de Lubumbashi, chassés de Lubumbashi. Donc nous connaissons ces pays. Alors maintenant, si lui parle, il est mauvais, il est xénophobe. Non, ce n'est pas la xénophobie. C'est une façon de revendiquer qu'on puisse équilibrer les choses partout. Mais à un certain moment, on l'a senti vraiment dans sa peau de père spirituel, père de l'Église, où il parlait de l'unité, aussi bien de la force que peut représenter la RDC en Afrique et aussi à travers le monde. Mais c'est ça. Et ça, il puisait aussi dans notre tradition. Dans notre tradition. Raison pour laquelle les gens doivent comprendre. Quand je dis qu'il faut approfondir les choses, ce type-là qu'on est en train de pleurer maintenant, c'est un grand unitariste. L'unitarisme, ce n'est pas par rapport à ce tel qu'on conçoit ça sur le plan politique. Parce que l'unitarisme, c'est avoir une simple république. Alors que c'est en opposition au fédéralisme ou à la confédération. Or, lui, fondait son unitarisme en disant « Nous devons être un peuple fort. Maintenant, pour que nous soyons forts, il faut partir des groupes homogènes à la base pour créer un sommet. » Ça, c'est sa philosophie. Maintenant, si cette philosophie était mauvaise, démontrer seulement que c'est mauvais. C'est tout. Alors, maintenant, quand il tient à ce que nous ayons un grand pays, mais à partir des groupes homogènes, mais c'est une doctrine, c'est une philosophie. On ne dit pas que c'est la meilleure, mais c'est ça qu'il a développé. Maintenant, c'est à nous de voir... C'est au moins une proposition de sa part. Mais justement, maintenant, c'est à nous de voir est-ce qu'il a bien raisonné, est-ce qu'il a raison, tout ça. C'est tout. Au lieu de partir comme il ne veut pas les étrangers chez lui à la province, donc il ne veut pas... Non. Ce mouvement-là, c'était seulement une réaction, ça que tout le monde le comprenne, c'est une réaction face à ce qui était vécu sur le terrain. Ce qui est vrai déjà en conclusion, c'est un grand deuil qui a frappé le pays et que vous vouliez bien que les Congolais aient une pensée pieuse en sa mémoire et qu'il fallait aussi pérenniser les valeurs dont il a essayé de véhiculer, notamment à travers ces publications que vous, personnellement, vous avez eu la chance de lire. Oui, je m'intéressais à ça, mais les autres, c'était à la portée de tout le monde, mais les autres ne s'intéressent pas à ça. Vous voyez, quand il a sauvé le pays à un certain moment, quand il y avait, en 2016, tout le monde réfléchissait en termes de... On sentait que les élections ne pouvaient pas avoir lieu en 2016, compte tenu de plusieurs pesanteurs. Mais qui a osé dire glissons pour que nous ayons des élections apaisées? Tous les hommes politiques, personne n'a eu ce courage-là. Et lui a eu ce courage de le dire clairement que, compte tenu de ça et ça et ça, moi je propose un glissement pour que nous puissions organiser des élections apaisées. Mais est-ce que maintenant, aujourd'hui, si on analyse cette action, il a pris les risques, il était vilipendé même par plusieurs autres politiciens, il a touché l'argent, on lui a donné 5 millions, tout ça. Non. Mais il a fait ça pour l'intérêt du pays. Mais est-ce que quelqu'un aujourd'hui peut regretter qu'il avait mal fait? Non, mais je ne voudrais pas peut-être poser une question de savoir, certaines personnes diraient à qui a profité peu ce importe. glissement. Lui, il a dit en tant que leader, il a seulement parlé. Oui, mais on ne veut pas en arriver là. Ouais. Mais au moins le reste, ça importe peu pour le moment. Ça a aidé le pays à s'équilibrer. Oui, mais ça, en conclusion, pour vous, Némon Nansemi mérite mieux pour tous les Congolais. Mais bien sûr, c'est quelqu'un... Ne voyez pas peut-être certains propos qui étaient dérangeants pour les uns ou les autres, mais voyez dans l'ensemble. Voyez dans l'ensemble et ayez cette prise de conscience pour qu'on se pose la question si ce qu'il a vécu est bon ou mauvais. Mais sinon, ce qu'il a dit, s'il y a déjà une bonne partie de la population qui était favorable à ce qu'il disait, tant mieux. Parce que même le chef de l'État honoraire Joseph Kabila, tout le monde sait que c'est comme s'il y avait une friction entre les deux. Mais
il priait beaucoup. Ça, peut-être les gens ne le savent pas. Mon ancien priait beaucoup pour que la transition, les glissements réussissent. Merci. Ça, je dois vous le dire très sincèrement. Il priait beaucoup. Voilà. Il priait pour que Joseph Kabila réussisse les glissements. Et ça a réussi. Voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'on pourrait y revenir. Entre-temps, on aura le programme qui nous sera communiqué par vous prochainement. Ok. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce triangle socle du Congo. Nous avons parlé de Némon Nansemi qui nous a quittés, mais au moins, nous gardons de lui, ce compatriote congolais, une mémoire pieuse et toutes nos condoléances à sa famille, à la nation. On se retrouve prochainement dans un autre numéro des Triangles Socle du Congo sur la même chaîne, avec le même plaisir. Au revoir.